On est le 25 septembre, et je ne prononce pas le chiffre de l'année parce que j'ai un problème un peu de... C'est un chiffre maudit pour moi en tout cas, donc je ne le prononce pas. Et c'est dans ces euh, euh, moments passés à dire des choses, le fait de ne pas être visible rend les choses moins intéressantes pour le spectateur qui devient en fait un auditeur. Je comprends les gens qui sont totalement rebutés par ce type de prestations et qui s'en vont. Je les comprends, mais je ne peux pas faire autrement. J'ai mis un réveil. L'intérêt, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas statique. J'aurais pu mettre une image ou quelque chose, mais ça aurait été statique. Le réveil, il est quelque chose de vivant en quelque sorte. C'est vrai qu'il tourne un peu autour de lui-même, mais c'est paradoxal. Ça tourne un peu en rond, mais en même temps, ça avance. Et toujours l'histoire euh, de ce rapport au temps qu'on perçoit toujours dans une linéarité. Bien sûr, il y a une dimension cyclique, mais elle s'intègre dans la dimension un peu rectiligne, un peu qui avance, donc qui avance sur une ligne. Là, la linéarité, c'est peut-être ça, une ligne. Je ne sais pas si cette ligne est droite, si elle est sinusoïdale, si elle est comment. Hein, c'est quelque part, ça apparaît comme quelque chose qui avance. Euh, et donc, le temps, le temps de cet instant signifie quelque chose malgré tout. Euh, Peut-être pas pour un groupe, pour une société. C'est vrai, les gens qui sont victimes, un groupe qui est victime d'un imprévu climatique ou autre, va connaître, va expérimenter l'avant et l'après. Pour lui, il y aura deux, deux histoires ou deux continuums ou deux temporalités, une temporalité d'avant et une temporalité d'après. Je sais pas, il y aura une césure dans le temps, une rupture dans le continuum temps, parce que il y a des choses qui qui étaient là, qui ne sont plus là. Il y a un équilibre qui a été rompu et cet équilibre ne peut plus être rétabli. On ne peut plus revenir à la période d'avant, même si on répare, même si on apporte comment dire, même si on essaie euh, de se... En tout cas, voilà donc le temps. Euh, Si je parle de ma mère, si le fait, le temps fait que le temps qui passe fait que je m'éloigne de plus en plus d'elle. Donc je m'approche d'elle, puisque tout dépend. Je m'approche d'elle, en fait, où je m'approche, du moment où je vais la rejoindre. En fait, je ne vais pas la rejoindre physiquement parlant, mais je vais la rejoindre dans le monde de l'inanimé dans lequel elle se trouve actuellement. Bientôt,
l'heure du premier anniversaire de cette disparition. J'avais un jour comme ça, avant de prendre un peu cette orientation, de trouver cette attaque, cet angle d'attaque que j'ai intitulé Voyage au bout de quelque chose. Alors voyage au bout de soi, voyage au bout de... en fait, voyage au bout des mots, voyage au bout de quelque chose. Voyage au bout de soi, c'est peut-être quelque chose, un amalgame entre la vie devant soi et peut-être voyage au bout de la nuit. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais en tout cas un jour, j'avais inscrit cette chose comme ça, voyage au bout de la mer. Et c'est resté. Je ne sais pas, c'est peut-être, ça date de quelques années, je ne sais plus. Si je le papier devant moi, peut-être je pourrais dire ça date de 10 ans, 15 ans, 8 ans, mais plus de 8 ans quand même. Donc ça date. Ça date de beaucoup et je ne sais pas. Si c'est avant la première catastrophe ou après. Donc il faut que j'ai le papier pour voir un peu l'état son état, l'état de l'encre, l'état du papier, pour avoir une idée sur son ancienneté. Si le papier est encore assez blanc, assez, et je dirais oui, voilà, c'est. Mais s'il commence à jaunir, je dirais oui, ça date de plus de 15 ans. Mais un jour comme ça, et c'est resté un titre. Un titre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a cette prise de parole, c'est parce que l'écriture n'aboutit pas. Donc, voyage au bout de la mer. Évidemment, il y avait un jeu de mots. La mer, en tant qu'élément liquide, en tant qu'étendue, presque infinie. Voyage au bout de la mer en tant que là aussi un élément impossible un peu à circonscrire. En fait, c'est un voyage impossible, voyage au bout de quelque chose, ça sera impossible. En tout cas, le désir est là. Je désire avancer le plus possible. Après, si je me retrouve incapable de continuer, ben je pourrais toujours dire, je fais une partie du chemin. Voyage au bout de la mer. En fait, voyage au bout de cette relation, d'une certaine façon, je ne sais pas comment le dire. Il y a une situation totalement impossible. Je suis là, mais je ne peux pas revenir en arrière. Je peux avoir l'idée, ou le désir, ou même plus que cela, de revenir en arrière. Ma mère est responsable de quelque chose qui me dépasse. Je suis devant une sorte de comment dire, d'impossibilité ou à dépasser. Je suis de la mer, mais je ne peux pas revenir à la mer. Je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas réintégrer mon point de départ, mon origine, le lieu de ma fabrication. Et une fois, quelque part que j'ai été mis dehors, je ne peux plus refaire le chemin inverse. C'est à chaque fois, je
je suis dans l'éloignement et dans la distanciation à chaque fois, à chaque moment qui passe. Du vivant de ma mère, je m'éloignais d'elle. Et actuellement, le temps, là aussi, je m'éloigne d'elle. Évidemment, la brûlure, le, le, la force du sentiment, au moment où j'ai appris la nouvelle, c'est atténué. Les choses s'atténuent, ou cela semble s'être atténué. Quelle est la vérité? Voyage au bout de la mer. Voyage au bout de quelqu'un, d'ailleurs même le voyage au bout de soi, en fait, est impossible à faire, puisque je ne peux visiter que des parcelles ou des moments. Je ne peux pas être partout dans l'étendue de ma vie, comme je ne peux pas être dans la totalité de l'être qu'a été ma mère. Ma mère est un horizon impossible à atteindre. De son vivant, encore plus maintenant. Ça devient l'idée un peu, beaucoup de gens, beaucoup d'écrivains comme on les appelle, beaucoup de prosateurs, beaucoup de écrivent, chacun a une mère et donc chacun fait un moment ou un autre l'expérience de la séparation d'avec la mère. Je ne parle pas de la séparation au moment de la naissance, mais de la séparation qui survient normalement beaucoup plus tard, mais à laquelle on n'est jamais préparé. C'est un deuxième arrachement, et cet arrachement est peut-être, je ne sais pas s'il est le plus dur, le plus insupportable, mais en tout cas, il est conséquent. Beaucoup de gens écrivent une sorte d'effort pour rendre un peu hommage, pour rendre justice. La logique des choses veut que c'est normal de survivre à sa mère. Mais on n'est pas toujours d'accord avec la logique des choses. On se sent un peu coupable d'être encore là. Je suis là et ma mère est morte. Il y a là quelque chose d'effrayant, quelque chose d'insupportable, quelque chose. Donc, je dois tenter, avec les mots, de faire taire un peu ce sentiment-là. Rendre hommage aussi, comment dire, aussi globalement que possible. Tenter de reconstituer ce qu'a été cette mère. Tenter de rapprocher les éléments épars. Bien sûr, c'est quelque chose qui est impossible. La mère, c'est inconnu. C'est éternel inconnu. La mère, on ne la connaît pas dans son corps. On ne la connaît pas dans
sa vie des débuts, on ne la connaît pas dans sa vie plus tard. On la connaît et parce que quelquefois elle a envie qu'on la connaisse. Alors elle laisse passer quelques confidences. Et finalement, quand on fait un peu le bilan, quand on essaie de rassembler ces éléments un peu parcellaires, on se rend compte on a peu de choses à sa disposition. Alors quelquefois, on peut inventer, on peut combler les vides, bien entendu. Ma mère, ou ta mère devient ma mère, j'emprunte des éléments à d'autres mères, ou alors à une mère, où j'invente une mère totalement inventée, ou alors ce serait une mère un peu composite, avec il n'y a pas d'invention pure, c'est les emprunts. Donc j'emprunte quelque chose de ci, de là, et ma mère devient une mère universelle. Ma mère devient ta mère. Si je pleure la mienne, je pleure la tienne aussi. Je pleure toutes les mères qui manquent à... Toutes les mères qui manquent. Aujourd'hui, je pourrais y ajouter, je pleure toutes les mères qui n'ont pas pu être mères. Voilà quelque chose qui est à prendre en compte. Les mères qui n'ont jamais entendu le mot mère, qu'on les a jamais appelées comme ça. Pourtant, elles l'ont désiré avec, vraiment avec fureur. Et bon. Donc, on a envie, parce que le temps, tel que je le vois devant moi, le temps est quelque chose qui fait que le feu de la blessure, la douleur s'atténue, la douleur disparaît quelque part. Aujourd'hui, j'ai mon corps. Mon corps qui me fait mal. Alors, je pense plus à mon corps physique. D'ailleurs, c'est cela. Ça fait 4 jours. 4 jours que mon corps me contrarie profondément. Il semble vouloir un peu m'immiscer dans l'état de calme ou l'état de torpeur dans laquelle je me suis installé. Comme si je regardais mais sans voir. Je vois les jours passer mais je vois ma vie s'écouler mais je regarde cela un peu détaché. Je me détache de moi-même, mais la douleur me ramène à ce corps que j'ai rejeté, que je considère comme un non-corps, un corps non fonctionnel. Mais la douleur, c'est la douleur. Les mots ne peuvent pas l'occulter, ne peuvent pas la faire disparaître. Je beau
nier ce corps. Il est là. Il est là. Et la douleur, et c'est ça qui est particulier, la douleur, elle a été dans le dos. Maintenant, elle est passée sur le côté. Elle est du côté droit. En cet instant, je mets ma main, je pose ma main sur mon flanc droit. C'est en cela que j'ai besoin de ma mère. Ma mère apaise ma douleur. Ma mère met ta main sur mon flanc droit. Et fait partir cette douleur. Qui me fatigue parce qu'elle dure. Je me suis médicamenté, mais la douleur ne part pas. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle veut dire? A-t-elle quelque chose à me dire? Bien sûr, je ne suis pas contre le fait de partir. Mais quelque chose me dit que c'est pas encore le moment. Alors si cette douleur annonce quelque chose de grave, je serai très contrarié. J'aimerais aller au bout de cette tentative de rendre justice à la mère, à ma mère. Oh, je sais que cela sera pas tout à fait réussi. Je sais que je vais échouer. Mais cela ne devra pas m'empêcher de commencer. Voilà quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que moi, peut-être de 2 ans. Je l'ai entendu parler de sa mère. Pour lui, elle a disparu il y a 17 ans. Ça veut dire que lui, il n'en a pas profité autant que moi. Bien sûr, le mot profiter est quelque part un peu fidèle à la réalité. Mais lui aussi a laissé sa mère, comme moi j'ai laissé la mienne. On peut parler de l'abandon parental, mais l'abandon filial, celui qui abandonne sa mère. Il se maudit à lui-même. Il se voue à la GN. Il est destiné, il se destine aux enfers. Toute l'éternité pour expier. Ça ne sera pas suffisant. Il faudrait plus qu'une éternité. Il faudrait 1, 2, 3, 4, 5 éternités pour pouvoir enfin se dire que, tiens, j'ai atteint, je pense que ce niveau de l'expiation, je pense avoir atteint ce que je considère comme nécessaire. J'ai eu la dose
j'ai eu la punition, j'ai eu la peine, j'ai eu qui équivaut qui équivaut à la blessure, à la peine que j'ai causée, à la terrible déception. J'ai tué ma mère. Je peux le dire, hein, j'ai tué ma mère. Cela m'importe peu que ce soit vrai ou pas vrai. Le premier-né, je suis le premier-né. J'ai tué ma mère en venant au monde. Je lui ai pris de sa vitalité. Et je suis le résultat de cet emprunt, de ce vol, de cette appropriation. La mère est sa miséricorde. S'il devait exister un Dieu, il faudrait qu'il soit une mère. Parce que les mères, elles ont de ce don de soi que n'auront jamais les pères. Je suis désolé, car les mots, je suis désolé. Pour toi et pour moi, je suis désolé, pour nous deux, pour nous tous. Comment avons-nous pu, comme ça, penser à nous et préférer notre bien-être à celui de notre bienfaitrice? Voyage au bout de la mer. Toi, ma mère, ton voyage s'est arrêté. Combien de leçons faut-il recevoir pour prendre conscience de la périssabilité des choses, de l'impermanence des situations et des acquis périssables et ce que j'ai et ce dont je dispose. Hier j'avais ma mère, aujourd'hui je ne l'ai plus. Pourtant j'en ai vu passer des mères, trépasser des mères, et cela ne m'a pas rendu vigilant, ne m'a pas rendu conscient. J'ai continué.
à ne penser qu'à moi. J'ai continué à me perdre dans mes rêves, dans mes cauchemars, dans mes questions, dans mes illusions, dans ma quête. D'une gloire inutile. Aujourd'hui, j'ai personne à qui demander pardon. Demander pardon. Demander pardon. Et ne jamais recevoir ce pardon. Il est assez révélateur, ou il est assez de voir que ma mère est morte dans le même mois, dans ce mois qui est mon mois de naissance. Je ne veux pas savoir quel jour elle est morte. Je ne veux pas savoir. Il y a là quelque chose d'assez perturbant. J'ai grandi dans l'idée de tuer le père. Un peu plus que métaphoriquement. Il y avait cette idée qui disait nous n'accédons au statut de père qu'à partir du moment où notre père s'en va. Tant qu'il est là, je suis un fils, je suis dans une situation d'infra quelque chose. On finit par se rendre compte que cette histoire du meurtre du père, ou non pas du meurtre, mais de cette histoire-là n'est qu'une sorte de construction langagière, que ça n'a aucun dans une société où le père serait le possesseur, serait le possédant, on peut le comprendre. Mais dans une société où on n'est pas dépendant du père, il n'est pas nécessaire de tuer le père, que ce soit physiquement ou symboliquement. Il n'y a pas de nécessité. Alors, en transfert, le père biologique laisse la place à un autre père. Et c'est vrai que c'était une sorte de père un peu père de tous. Lui aussi, il est mort. Le père symbolique est mort. Mais il était aussi un peu effectif, un peu plus que symbolique, est mort.
il nous a légué un fils. Tu es le fils, ça n'a pas de sens. Quand même tu es le père n'a pas de sens, alors tu es le fils a encore moins de sens. Mais tu es le père, ça se dit, ça existe. Il y en a qui le pensent, il y en a qui le désirent peut-être même, mais la mère, on ne tue pas sa mère. Il n'y a pas de case qui s'appellerait le meurtre de la mère. Il n'y a pas besoin. C'est quelque chose à laquelle on ne pense jamais. Tu es la mère. Tout est inversé. La mère s'en est allée avant le père. Et voilà quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas dans l'ordre des choses. Voilà une chose qui est à dire. C'est ça la vie. La vie, elle prend les plus jeunes et laisse les plus âgés. Elle agit de façon, j'allais dire, comment dire, il n'y a pas de logique. La logique veut qu'il y ait une sorte, là encore, de linéarité. Mais cette linéarité, elle est mise à mal. Non, ça ne se passe pas comme on pourrait le supposer. Il y a toujours un imprévu. Il y a toujours une sorte d'accident ou d'impossible qui devient évidemment possible. Quel est le moment, le bon moment, j'imagine, pour parler de sa mère? J'imagine que dans cet exercice, parce que c'en est un, c'est une sorte de, quelque part, de tradition, presque. Chacun essaie d'avoir ses mots à lui. C'est cela, je dis chacun, je dis pas chacune. Moi je pense à la mère, je pense toujours au garçon qui parlerait de sa mère. Malheureusement, je ne pense pas aux filles. Filles qui parleraient de leur mère, je ne l'inclus pas dans cet exercice. Le garçon qui parlerait de sa mère. Un exercice presque académique, classique. Il y a sûrement des gens qui trouvent comment le faire sans tomber dans les habituels séries de mots et séries d'impressions et séries car c'est un sujet où il est facile
où il est presque on a envie de dire je t'aime à sa mère. Je t'aime. Il y a eu un moment où dans cette volonté de dire je t'aime, l'idée en a été que si on aime quelqu'un, la preuve suprême de cet amour réside dans le fait de le laisser libre de ses choix. Donc, c'est une preuve que on préfère d'abord son bonheur à lui plutôt que le nôtre. Donc, s'il s'en va, si on l'aime et qu'il s'en va, on devrait l'accepter. C'est vrai que parmi les gens qui nous ont quittés et à qui on avait continué de dire je t'aime, c'est vrai, parmi ces gens-là, il y a des gens qui continuent de nous manquer. Ils nous manquent. On dit cela sans trop approfondir. Hein. Manque. Oh, ça manque pas comme pourrait manquer l'oxygène. On continue de vivre. On est toujours vivant malgré ce manque-là. C'est peut-être un manque qui n'en est pas un. C'est juste peut-être une sorte de façon de penser, comme une figure de style, comme une sorte... ouais, pour équilibrer. Il y a des gens qui m'ont quitté, que je continue d'aimer. Il y a des gens que j'ai quittés et qui continuent de m'aimer. Un peu dans cet exercice, un peu, il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà. On fait le malheur de certains comme certains font notre malheur. Un peu, si possible, que ça soit équilibré. Ce serait bien. Et donc, dans cette chose qu'on ne dit jamais, on dit ça encore moins que à des gens qui sont proches, sont pas loin des inconnus pour nous. Et on leur dit je t'aime. Et on veut leur appartenir, alors que la mère, on ne lui dit pas qu'on l'aime. On ne lui dit pas ces choses-là. Et pourtant, c'est la personne dont on devrait se sentir proche, le plus proche. C'est quelque part la définition même de ce qu'on est. Je me définis à partir de ma mère. Quand j'ai parlé de la douleur, il est évident que dans cet exercice que je suis en train de faire, il faut toujours faire attention. Il peut y avoir une intonation qui pourrait laisser penser que réellement il y a de l'émotion. On pourrait se mettre un peu à faire croire que l'on est vraiment triste, que l'on est vraiment atteint. Les choses ne sont pas tout à fait aussi claires. Je suis comme
cet être que j'ai entendu parler de sa mère qui est morte il y a 17 ans, il s'est mis à pleurer. Est-ce que moi, je suis capable de pleurer là, maintenant? Comment? Évidemment, j'ai l'envie. Pour moi, c'est quelqu'un à part. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui est capable de pleurer comme ça. Euh, en impromptu, sans, comme ça, en parlant de sa mère, il se met à pleurer. Il est pris d'une émotion intense. Et moi, rien. Et moi, rien. Je suis un être privé d'émotion presque. J'essaie de mettre un peu quelque chose. Ah, je force le trait un peu. Voilà que la culpabilité se transforme en une culpabilité encore plus profonde. Je suis coupable de ne pas éprouver de la culpabilité ou d'avoir une culpabilité un peu abstraite. Je dis les choses, je ne suis pas dedans. Évidemment, je ne sais pas comment sont les gens quand ils écrivent. On va revenir à un manuscrit. Aujourd'hui, il n'y a pas de manuscrit, mais on pourrait, alors, je ne sais pas, inonder son clavier. Je ne sais pas. On pourrait imaginer qu'il y a encore des gens qui écrivent sur du papier. Voilà. Et le papier, le manuscrit. Les feuilles du manuscrit sont imbibées, sont tachées contiennent les larmes qui ont séché, mais des larmes qui ont coulé. Pendant que j'écris, mes larmes coulent. Ils coulent avec générosité. Je peux espérer que cela ait été vrai pour certains. Je peux l'imaginer, je peux le supposer. Je ne suis pas en train d'écrire, je suis en train de parler. Ça pourrait être pareil. Je ne pleure pas. Rien. Le son de ma voix déjà fait en sorte que je suis plus pris par le son des mots, que je suis autant pris par le son des mots que par ce que je dis. On attend, on espère un autre moment plus propice. Qu'est-ce que je peux faire? Ce corps, ce n'est pas mon corps. C'est le corps que m'a légué ma mère. Qu'est-ce que je peux faire? Ai-je le droit de porter atteinte à ce corps pour essayer d'expier d'entrer dans une sorte de pénitence rouge sang. Mais ma mère, elle ne voudrait pas ça. Elle ne serait pas d'accord. Elle ne m'a pas protégé comme elle m'a protégé pour que je me laisse aller à quelque chose comme me blesser volontairement, me couper un bras ou me laisser mourir comme je suis en train de le faire maintenant. L'œuvre de ma vie.
Comme pourrait dire une mère, c'est l'œuvre de ma vie, ce sont mes enfants. L'œuvre de ma vie, ce seraient mes mots adressés à une mère qui ne pourra pas les entendre. Ma mère, mon amour. Un amour qui renaît. Parce que je sais que ma mère, comparée à tous, elle ne m'aura jamais trahi. Elle m'aura été toujours fidèle. Ma mère m'aime et m'aimera et m'a toujours aimé comme je suis. Comment peut-il en être autrement? Je suis une partie d'elle. Comment peut-on ne pas aimer ce qu'on a mis, ce qu'on a engendré, ce qu'on a peiné pour faire venir au monde? Long les mois de la croissance, longue la croissance de l'enfant. Difficile les premières années, difficile encore les années d'après. Difficile. On dit le repos du guerrier, on ne dit pas le repos de la guerrière. Le repos de la mère, c'est quand elle n'est plus là. C'est à ce moment-là qu'elle cesse d'angoisser, qu'elle cesse de s'inquiéter et s'inquiète-t-elle en ce moment? Sûrement, sûrement. Petite larme. J'ai réussi à faire venir quelques petites larmes. Oh, ces larmes mortenées, mais dont je suis fier, absolument fier. Je les bénis. Couler mes larmes, inondez-moi, couler mes larmes, que je me vois dans vos la dette
une dette qu'on ne rembourse jamais. Voilà le sentiment, la dette. J'ai une dette envers ma mère, mais cette dette-là, elle ne ressemble pas aux autres dettes. Elle est très spéciale. La mère, la seule personne qui peut nous autoriser à baisser la garde, à régresser autant que vous le voudrez. J'ai rien à cacher à ma mère. Je n'ai pas à faire semblant devant elle. Je n'ai pas à jouer le surhomme ou le surmâle ou le sur. Simplement à être qui je veux. Je veux me recroqueviller. Je veux me ramasser et me lever en elle, me mettre sur son ventre et écouter son cœur comme je l'ai écouté les premières fois. Ma mère et nos cœurs ont fait la route ensemble. J'étais dans ma mère. Je faisais partie d'elle. Et béni les temps passés, protégés, nourris, veillés par elle. Oh, comme elle m'a aimé. Oh, comme elle m'a choyé. La plus belle chose, c'était pour moi. Vous pouvez tous penser à cela, revoir cela. Un jour, votre mère a tendu quelque chose vers vous et cette chose, c'était la plus belle chose, la plus goûteuse. Il faut la donner. Elle n'a pas partagé avec vous, vous la donnez entièrement. Tiens, mon fils, semblait dire ses yeux. Cette main toujours tendue vers moi et qui ne m'a jamais rien demandé en retour. Juste quelques mots, juste être là, juste ne pas trop s'absenter, ne pas disparaître, ne pas l'oublier,
partageant sa douleur, faisons-en quelque chose qui nous réunisse. Nous appartenons à des mers différentes, où nous partageons tous la même détresse, le même sentiment de déchirement. Ceux qui ont déjà fait l'expérience et ceux qui ne tarderont pas à la faire, soyons tous ensemble. Bénissons nos mères. Ne les oublions pas. Faisons-les vivre. Simplement, voyage au bout de la mer. Pour épuiser quelque chose. Pour y trouver un peu de réconfort. Faire l'expérience. Il y a de ces expériences qu'on fait qu'une fois. Une fois. Pas plus. Et cette fois est de trop. Cette fois ne m'apprend rien. Je commence à fatiguer. Les mots commencent à me manquer. C'est vrai que il y a des choses qui sont de l'ordre de l'impossible à dire ou à faire dès qu'on prononce le mot de la mort de la mère. On acte cela. Je l'ai dit, je l'ai prononcé. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Sûrement un début d'acceptation. Une sorte de résignation. Le moment de la révolte, du refus est passé.
comme celui qui va quelque part et qui sait, ou qui voudrait acheter la plus belle chose qu'il pense pouvoir faire plaisir à son amoureux, à son amoureuse. Il cherche la chose la plus délicieuse, la plus belle, la plus aboutie, la plus... celle qui va faire plaisir de façon continue, de façon totale. Je choisis pour toi cette chose. Ne me demande pas combien je l'ai payé. J'ai choisi, j'ai passé du temps à sélectionner la plus belle fleur, le plus beau bouquet. Je suis allé loin, mais cela ne m'a pas affecté. Je suis allé très loin, juste pour te ramener cette chose. On a envie de dire le mot, de faire la plus belle construction, la plus belle suite de phrases. On échoue. J'échoue pitoyablement. Je n'y arrive pas. Quand j'ai parlé de ma mère, que je l'ai fait en arabe, je me suis appuyé sur la musique iranienne pour pouvoir faire émerger les mots qui expriment ma douleur. Les mots, la musique m'a aidé. Aujourd'hui, je n'ai pas de musique. Et mes mots sont en deçà. Voyage au bout de la mer. Ce corps qu'on a appris à aimer, à vénérer. Ce corps qui a été là de tout temps, qui ne s'est jamais dérobé. Ce corps qui continue d'aller et de venir. La mort ne peut rien faire contre cela. Ma mère est toujours vivante. Elle parle, elle marche, elle s'active, elle peigne, elle souffre, elle geint. Elle regarde, elle sourit, elle parle. Elle commente, elle se met en colère. Elle admoneste, elle dit, elle souhaite une bonne nuit. Elle est là, elle est là, elle est là. Combien de fois elle est là? Milliers de fois, des centaines de milliers de fois. Ma mère est partout, elle occupe mon monde.
La mort ne peut pas me l'enlever. La mort ne peut rien faire tant que j'ai ce corps-là, tant que j'ai cette mémoire-là. Certains mots, certains moments seront, deviendront imprononçables et des moments deviendront entachés d'une profonde d'une profonde l'harmonie d'un instant, le bonheur. Tout cela, le bonheur d'un moment simple, un moment de partage, un moment de retrouvailles. Ceci est une préparation pour, d'une certaine façon, le discours que je pourrais faire, que je n'ai pas fait, le discours d'adieu. Car bien sûr, j'ai confié ma mère à Dieu, c'est cela la réalité. Elle est entre les mains de son Créateur, elle est livrée à son sort. Allez chercher les mots, allez chercher les phrases, tentez de parler de cet être dans ce qu'il a de singulier et dans ce qu'il a d'universel. L'amour d'une mère, l'amour de toutes les mères, l'infinie patience, l'acharnement à la tâche. Je suis là pour témoigner. Témoigner. De cette dette, de cette redevance.
Je suis redevable à ma mère. Nous sommes redevables à nos mères. Mettre dans les vibrations, dans l'intonation, quelque chose un peu vrai, un sentiment vrai, à la quête de la vérité de soi. Moi, vraiment. Évidemment, je suis, comme dirait quelqu'un, je suis dans le contrôle. Quelqu'un qui est parti, qui a laissé quelques mots qui reviennent comme ça. Je suis dans le contrôle. Je suis pas dans le laisser. Je ne peux pas. Je dois me contrôler. Et je tente malgré tout de ne pas faire dans le total contrôle. Je glisse, ou j'espère avoir glissé dans l'épaisseur des mots quelque chose de mon sentiment profond. Évidemment, je n'ai pas beaucoup de mots, j'ai pas tous les mots qu'il me faut, j'ai désarroi, désespérance. J'ai des mots que j'ai oubliés. Et finalement, tous les mots ne pourront pas exprimer toute la profondeur de cet état, tout ce qui le caractérise. La douleur va et vient. Je lui ai donné quelque chose de puissant pour la faire partir. Mais elle s'acharne. Douleur. Comme on disait, le feu est rédempteur. Quelquefois, j'avais entendu cela il y a longtemps. On pouvait aussi dire la douleur est rédemptrice ou salvatrice. Mais non, c'est pas vrai. Cette douleur-là, elle ne m'apprend rien. Elle m'incommode. Tout simplement. Juste cela. Rien de plus. Elle a choisi de s'installer dans un endroit. Demain ou plus tard, elle ira ailleurs. Choisira un autre endroit de mon corps. Le désir d'éveiller, ça reste sans effet, d'éveiller le monde à la vérité de ce que nous sommes. Bien entendu, j'ai appris tout à l'heure que 1 million ou plus d'enfants du Yémen ne sont pas scolarisés. Alors j'imagine
Syriens, Yéménites, autres, Irakiens, des enfants qui ne sont pas scolarisés. Cela va changer leur vie entièrement. Moi, il m'arrive d'être contre cette façon, l'enseignement de masse appliqué à tous, etc. Cette façon d'enregimenter un peu tout le monde autour de choses. Mais il y a une sorte d'équilibre. Et tous ont besoin d'équilibre. Moi, j'ai commencé à connaître les choses beaucoup plus tard. J'ai pu avoir une mère, un père, des grands-parents, une parentèle très large. Je suis allé à l'école. Normalement, j'ai progressé. J'ai pas eu à faire face à rien de grave. Pas de troubles, pas de guerre, pas de famine, pas d'épidémie. C'est quelque chose. C'est considérable. La mort, les déséquilibres devraient nous apprendre quelque chose. Finalement, nous sentir très proches les uns des autres. Pas nous replier sur nous-mêmes pour protéger ce que nous avons de plus cher, non. Ce que nous avons de plus cher, c'est toute l'humanité, c'est tout le vivant. C'est ça qui devrait nous importer. Parce que le vivant est faible. Le vivant est toujours sous la menace de quelque chose. La mort n'est jamais très loin. La souffrance n'est jamais très loin. Le traumatisme, un accident, je sonne, toc toc, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Je viens et je sonne. Et personne ne répond. La maison est vide. La maison est vide, la porte reste fermée. Je sonne, je frappe longtemps. Je m'installe devant la porte. Je passe la première nuit, la deuxième nuit, la porte ne s'ouvre toujours pas. Des passants me disent qu'il n'y a personne, mais je ne veux pas les croire. Je n'accepte pas. Si je reste longtemps devant la porte, elle finira par s'ouvrir. Et le premier visage qui apparaîtra, ce sera celui de ma mère. Ma mère m'ouvrira la porte.
Il m'invitera à rentrer, m'enlacera. J'enlacerai ma mère. Je sentirai l'odeur de ma mère. J'entendrai le cœur de ma mère, le souffle de ma mère. Je m'accrocherai à ma mère, elle s'accrochera à moi. Et le monde s'arrêtera pour nous deux. Nous nous figerons ainsi dans une étreinte qui n'aura pas de fin. L'étreinte de deux êtres qui se sont aimés et qui se sont perdus de vue et qui se retrouvent enfin. Pour aujourd'hui et pour toujours. Voyage au bout de la mer. Et ce corps dont je suis fait. Ces yeux, ce nez, cette bouche. Cette bouche qui a appris à dire non, à dire pas de suite, à dire je suis ailleurs. Cette bouche, cette maudite bouche, a dit les mots qui blessent. Cette bouche est coupable. Voyage au bout de la mer. Ainsi, j'aurais passé un petit moment avec ma mère. Mais je n'ai pas pensé à la mère de ma mère, ni à la mère de mon père, ni à la mère de mon père. La mère de mon père et la mère de ma mère sont toutes sœurs. Et là même, elles sont sœurs. Ah, ça économise quelque chose. J'ai pas à chercher trop loin. Mais c'est elle. Et cette arrière-grand-mère qui m'a prise dans ses bras quand j'étais jeune. Et après, j'allais sur sa tombe. C'est vrai, j'allais sur sa tombe et ça me faisait rien. Enfant, j'avais pas une idée très claire de ce qu'est la mort, ce qu'elle signifiait. J'allais sur la tombe de mon grand-père et sur la tombe de mon arrière-grand-mère. Et ça allait de soi. Je commençais par mon grand-père et puis je passais à la tombe. Et je leur faisais plaisir. Je faisais acte de présence. Après, je passais voir mon autre grand-père qui lui était encore vivant. Et lui,
il me gratifiait de quelques sous. Parce que pour lui, j'avais fait quelque chose de bien. La maison de mon grand-père, qui s'est fermée un jour. Parce que vendu à un autre. Et pour moi, cela signifiait la mort de tout un univers, l'éclatement de toute je trouve pas le terme. Pourtant je l'ai et je ne le trouve pas. Quelque chose s'était désintégré. Voici donc, quand on parle des questions qu'on ne pose jamais à sa mère ni à son père, est-ce que vous souffrez? Est-ce que vous êtes triste d'avoir perdu votre mère, votre père? Pourrais leur dire, j'aurais pu leur dire, je suis avec vous si vous avez envie de vous lâcher, de vous laisser aller. Je serai là, je suis là. Laissez éclater votre douleur. Devoir reconnaître que je suis plus fait de mon passé le plus profond que de mon passé récent ou de mon présent actuel. Ce passé m'habite plus que tout un autre. Ce passé est riche. Ce passé est plein. J'appartiens à ce passé. Et je lui appartiens de plus en plus. C'est vers lui que je me retourne.
En ce moment, il est 1 heure et quelques. Je vais arrêter là. J'espère trouver matière pour continuer cette parole. Le mot que j'ai oublié, c'était peut-être la Kohéné, si ma mémoire ne me trompe pas. Voilà un peu le mot. J'ai pas envie de vérifier si ça correspond à quelque chose ou c'est un mot que j'utilise mal, peu importe. Kohéné. En tout cas, je vais céder à la petite mort, à la petite mort, dormir et être sûr de pouvoir se réveiller, se réveiller, être là demain. On se demande pourquoi, quelle pourrait en être la justification. Un peu parler peut-être, comme ces paroles qui viendraient avant terme, paroles d'outre, tombe. Je parle pour le mort que je suis, que je vais être. Je laisse derrière moi des traces. Cela peut paraître sans intérêt, mais cela peut faire croire à une sorte de vie après la mort, comme quand nous essayons de faire vivre nos morts en les faisant revenir parmi nous. En luttant contre l'oubli, au pire encore contre l'indifférence. Il y a un être qui est mort. Et je m'étais dit, je vais pouvoir ainsi me le réserver pour moi tout seul. Et je m'étais dit, il sera disponible chaque fois
que j'aurai besoin de lui, il suffira que je l'appelle, il sera là. D'ailleurs, cela m'a paru sur le moment tout à fait possible. Et c'est vrai. Mais hélas, je n'ai pas fait appel à lui. Quelque chose me fait penser que cela n'a pas de sens, que cela est serait une pure illusion, pure invention. Alors, si tu ne peux pas être avec moi, éclaire-moi, aide-moi, veille sur moi. Permets-moi de ne pas trop, aide-moi à ne pas trop souffrir. Fais en sorte que le temps qui me reste soit un temps clément. Je suis content d'avoir trouvé ce mot, clément. Je demande ta clémence, j'implore ta clémence, j'implore vos clémences. Pardonnez-moi